Bienvenue à ce webinaire SF2H, que j'ai le plaisir de co-animer cet après-midi avec Thierry Lavigne. Et on accueille aussi notre collègue Hélène Boulestro qui sera l'oratrice et l'experte de l'après-midi. Donc, euh, donc les connexions commencent à arriver, on va les laisser arriver puisqu'on a 78 inscrits. Donc actuellement, il y a 21 personnes en ligne. Donc, bienvenue à tous. Donc l'objectif cet après-midi, c'est de rappeler évidemment les bonnes pratiques de contrôle microbiologique des endoscopes et puis de laisser un assez large temps d'échange, donc il sera en deux temps. Il y a Thierry qui l'animera et donc qui d'abord posera les questions qu'on a déjà reçues par mail et après on essaiera de vous passer la parole à ceux qui le souhaitent et à ceux qui sont suffisamment bien équipés, donc qui ont au moins un téléphone ou un micro-casque pour parler. Si vous avez aussi une webcam, on essaiera de vous connecter. Donc ça, on le fera en deuxième partie pour que ça soit interactif le plus possible. Pour démarrer l'après-midi et l'échauffement avec ceux qui sont là et que ça va faire arriver les autres, Hélène nous a préparé une petite série de QCM. Donc, on va vous faire travailler un petit peu pour voir un peu votre vision des choses. Donc, on va lancer le premier. Je vais essayer de lancer ça. Donc, normalement, c'est lancé. Vous devez l'avoir à l'écran et vous avez le temps de voter. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, 28. On a dépassé presque les 70% de votants. L'époque est à la faible participation électorale, mais allez, 67%, c'est pas mal. Allez, on va fermer et on va partager les résultats. Hélène va nous les commenter. Alors non, effectivement, après un prélèvement d'endoscope programmé, il est inutile d'attendre les résultats du prélèvement pour remettre l'endoscope en service, puisque si on n'avait pas prélevé à ce moment-là, eh bien l'endoscope serait en service. Donc on est dans le cadre d'un prélèvement aléatoire du plan de surveillance. Il est inutile d'attendre le résultat du prélèvement pour remettre l'endoscope en service. D'accord, donc on va... Alors, est-ce que je vais essayer de trouver la question suivante, si j'y arrive. Donc on va lancer la deuxième question. A priori, vous l'avez. Donc, n'hésitez pas à voter. Allez, allez, faut qu'on atteigne nos 60% réglementaires. Allez, on a nos deux tiers, on ferme le sondage et on le partage. Hélène, c'est à toi. Donc, oui, bien sûr, après un prélèvement d'endoscope ponctuel, on attend le résultat du prélèvement pour remettre l'endoscope en service, puisque là, on est dans un contexte particulier où on a prélevé, bon, la plupart du temps, c'est du retour de maintenance, mais ça peut être une alerte de la NSM, un nouvel endoscope, un endoscope de prêt, une investigation. Donc, dans ce contexte-là, on n'est pas sûr, si tant est qu'on puisse être sûr, de la qualité microbiologique de notre endoscope, et on attend le résultat avant de le remettre en service. Ok, donc on va passer à notre troisième question. Ça devient plus dur. C'est parti. C'est des questions à choix unique, hein, toutes. Allez, allez. On a un petit 55%. Vous pouvez faire mieux. Vous avez le potentiel. On a maintenant 32 participants connectés.
Il y en a qui ont du mal à se connecter manifestement. Ah, il y a toujours des petites difficultés. Allez, on a la barre des 2/3 de votants. On ferme et Hélène voit les résultats avec vous. Donc oui, bien sûr, c'est trimestriel. Vous avez tous bien lu le texte de 2016 et donc vous avez pratiquement tous bien répondu. Après, rien ne vous empêche, selon une analyse de risque propre à votre établissement, de faire plus, mais à partir de ce texte, il ne faut plus faire moins. Donc les endoscopes à risque particulier, ben, vous savez, ce sont les duodénoscopes et les écho-endoscopes. Alors pour les autres endoscopes, pareil, vous pouvez faire une analyse de risque et en fonction de ce que vous avez trouvé, des risques spécifiques liés à votre parc, vous pouvez augmenter la fréquence de prélèvement des endoscopes. Donc les autres endoscopes sont les endoscopes digestifs hors duodénaux et écho-endo, les bronchiques, les hystéroscopes, les cystoscopes, etc. Ok, on enchaîne. Ah mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si les gens voient. Bizarre. Moi, j'ai eu un Bon. message, écoute seul. Ouais, ouais, mais je ne sais pas, il y avait un... Bon, le vote, on va euh, fermer le sondage, 79% de votants, donc on partage. Donc, à quel moment doit-on prélever un endoscope? Eh bien, après au moins 6 heures de stockage. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser la technique de prélèvement et d'attendre un temps suffisant pour que les micro-organismes résiduels éventuels reprennent suffisamment de vigueur pour qu'on puisse les retrouver dans le prélèvement. Si on prélève trop tôt après la désinfection, on risque d'avoir des prélèvements faussement négatifs. Donc ces 6 heures de stockage sont à respecter quel que soit le type d'endoscope, que ce soit des semi-critiques ou des critiques, on en reparlera tout à l'heure. Ok. Question suivante. Question courte. Réponse rapide, évidemment. Là, tout le monde a fait vite. Non, bien sûr, vous avez pour la plupart bien répondu. Le problème du sérum Phi, c'est qu'il ne possède pas un bon pouvoir de récupération des micro-organismes. Il faut du twin pour ça et il n'a aucune activité neutralisante des désinfectants résiduels. Donc, il faut utiliser une solution de prélèvement adaptée. Ok. Allez, allez, hop, on lance. Ça vote vite et bien, à l'évidence. 85%, c'est la fête. Allez, on affiche. Alors c'est l'ensemble des canaux, y compris les non écouvillonnables. Tous les canaux doivent être prélevés quand on fait un prélèvement d'endoscope, que ce soit un global ou un canal par canal. Un global, c'est pour vérifier globalement la conformité microbiologique de l'endoscope. Et si le résultat est non conforme, on va dans un deuxième temps faire un prélèvement canal par canal. Mais il faut donc tous les tester pour essayer de voir d'où vient la contamination. Ok, merci Hélène. On va lancer.
83%, ça va vite aussi. Allez, on voit les résultats. Alors, pour analyser un prélèvement global d'endoscope, il faut filtrer la totalité du liquide recueilli. Donc, je ne vais pas insister maintenant, je vous expliquerai tout à l'heure quand je vous ferai la présentation. D'accord, et on va passer à la dernière question. Le vote est ouvert. Allez-y. On sent qu'il y a des visions un peu plus partagées. « 93%, 95%. Allez. Alors, il manque une petite précision en fait à la question. C'est l'eau de rinçage terminal en laveur désinfecteur d'endoscope. Et donc, le rythme, effectivement, est passé à trimestriel maintenant. Alors, je précise en laveur désinfecteur, puisqu'aujourd'hui, pour les endoscopes semi-critiques, pour le traitement manuel, on utilise une eau microfiltrée. Et donc, vous savez, quand on utilise des filtres à usage unique, on ne fait plus de contrôle microbiologique, mais un contrôle de bonne utilisation du filtre. Donc, en laveur désinfecteur, l'eau de rinçage terminal doit être contrôlée maintenant trimestriellement. Parfait, bah écoutez, on voit qu'on part sur des connaissances solides. Donc Hélène, maintenant, tu vas avoir la possibilité de faire ta présentation avant qu'on la partie discussion. On te laisse la main, si tout va bien pour toi. Hop. C'est bon, on a ton diaporama. Alors, moi, par contre, je vous ai vous. Hop. Ah non, je ne veux pas quitter la réunion. Peut-être. Je voudrais réduire, en fait, parce que je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas mon écran. Voilà, là, ça devrait aller. Non, j'ai un petit souci pour passer mes diapos. Il faut faire attention, des fois c'est pas les boutons classiques, donc fais avec ta souris, ça sera le mieux, je pense. Mais alors, j'ai pas de souris, mais hop. Donc, les objectifs des contrôles microbiologiques sont de s'intégrer dans la démarche qualité appliquée à l'endoscopie, de compléter l'évaluation des pratiques constituant un indicateur de process et d'identifier un risque potentiel de contamination des patients. Donc, ces contrôles microbiologiques constituent un indicateur de résultat permettant de détecter un écart par rapport à la qualité microbiologique attendue, d'en rechercher la cause et de proposer des mesures correctives. Ces contrôles microbiologiques en endoscopie concernent les endoscopes eux-mêmes, les os, alors plus ou moins les paillasses manuelles, on en reparlera, les os des LDE, et puis les zones ou équipements de stockage des endoscopes. Alors, un petit aparté, attention, la surveillance microbiologique des endoscopes ne remplace pas les bonnes pratiques de traitement. Il faut, pour traiter correctement ces endoscopes, un personnel formé et habilité, régulièrement évalué, et ça c'est le point principal. Faire des prélèvements d'endoscope quand cette partie-là n'est pas gérée ne sert pas à grand-chose, donc les prélèvements d'endoscope sont complémentaires des bonnes pratiques. Alors les prélèvements, nous en avons deux sortes, les prélèvements systématiques ou programmés et les prélèvements ponctuels. Concernant les prélèvements systématiques, le plan de surveillance doit s'appuyer sur une analyse de risque qui prend en compte l'ancienneté, la fragilité, la complexité des endoscopes, leur fréquence d'utilisation et la procédure de traitement. Et donc, si le texte prévoit de faire un contrôle au moins annuel de l'ensemble du parc, ces critères peuvent nous amener à augmenter la fréquence de prélèvement de certains endoscopes. Les prélèvements sont au mieux répartis dans l'année, ce qui permet de détecter au plus vite tout dysfonctionnement. Les
particuliers donc ciblés dans le texte, c'est-à-dire les duodénoscopes et les écho-endoscopes, sont contrôlés au minimum trimestriellement. Et dans ce contexte, les endoscopes sont remis en service après rinçage et traitement complet, sans attendre les résultats des prélèvements. En ce qui concerne les prélèvements ponctuels, donc les prélèvements ponctuels, on les pratique dans un certain nombre de situations. Le retour de maintenance d'un matériel, c'est la situation la plus fréquente. L'acquisition d'un nouveau dispositif ou le prêt d'un nouveau dispositif, là on va réaliser des prélèvements ponctuels, notamment de qualification. Lors du changement de procédure dans l'entretien des endoscopes, donc on va valider la nouvelle procédure pour chaque famille d'endoscopes. En cas de survenue de cas groupés d'infection-colonisation chez les patients, on va faire des prélèvements ponctuels pour essayer d'isoler une éventuelle souche responsable de ces cas groupés, et cette souche sera ensuite comparée à celle des patients pour vérifier sa cause dans les cas groupés. En situation d'alerte descendante de matériaux-vigilance, on sera amené à prélever ponctuellement tous les endoscopes d'un modèle donné. En cas d'investigation d'un cas d'acquisition virale sans autre facteur de risque, on pourra faire un prélèvement à visée bactériologique en utilisant les bactéries en fait comme germes indicateurs d'un dysfonctionnement dans le traitement. On peut être amené à faire des recherches virales, mais là il faut travailler avec l'équipe de virologie, c'est un petit peu complexe, une recherche par PCR. Ou également dans d'autres situations, évaluer à risque, notamment une levée de séquestre dans un contexte de ST, d'encéphalopathie spongiforme transmissible. Et dans ce contexte, il est impératif d'attendre les résultats avant la remise en circulation de l'endoscope. Donc, quelle est la méthodologie des prélèvements ? Donc, il faut toujours anticiper en amont des prélèvements la stratégie qui sera adoptée en cas de prélèvement non conforme, en cas de résultat non conforme. Il faut bien entendu former les professionnels au prélèvement d'endoscope. Et dans le guide de 2007, on peut voir qu'il est préconisé d'être au moins à 2 professionnels, une qui connaît bien l'endoscope et son architecture, une qui connaît bien la technique de prélèvement. Donc souvent, c'est un binôme préleveur, que ce soit le laboratoire ou une infirmière du service d'hygiène et professionnel du service d'endoscopie. Les prélèvements doivent être réalisés de façon aseptique, évidemment. Il faut utiliser un ou plusieurs flacons stériles pour le recueil de la solution. Alors j'ai insisté sur le côté stérile parce qu'en discutant avec un collègue lors du congrès, il m'a rapporté un épisode de cas groupés de colonisation d'endoscope avec des Aspergillus fumigatus, et donc ils ont pratiquement démonté tout l'établissement pour essayer de retrouver la cause, et la cause était en fait que les flacons qui avaient été commandés étaient des flacons, des pots à coproculture en fait qui sont médicalement propres et non pas des flacons stériles destinés au recueil de liquide pour analyse bactériologique. Donc il faut bien s'assurer du côté stérile des flacons de recueil. Le prélèvement est suivi d'une procédure complète de traitement avec un rinçage préalable, un nettoyage et une désinfection habituelle. Donc le moment du prélèvement, donc il faut toujours prélever après un cycle complet de traitement et au moins 6 heures de stockage, comme je vous le disais pour la sensibilisation de la technique, et au mieux au plus près de la durée maximale de stockage préconisée. Le moment du prélèvement doit être compatible avec l'activité du service, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même au service du patient et il ne faut pas perturber l'activité clinique. Donc pour ça, il faut s'entendre avec le service. La solution de prélèvement doit être stérile avec un bon pouvoir de récupération des micro-organismes. Elle doit neutraliser l'activité résiduelle des désinfectants et ne pas influer sur la viabilité et la croissance des micro-organismes. C'est pour ça que l'eau stérile et le sérum Phi sont proscrits et qu'il faut utiliser des solutions qui sont maintenant vendues prêtes à l'emploi. Donc tous les canaux doivent être prélevés, y compris les canaux accessoires et les canaux non écouvillonnables, plus ou moins d'autres points en situation d'investigation, comme les cages à pistons, les pistons et les valves, mais en situation de routine, au moins tous les canaux, qu'ils soient écouvillonnables ou pas. 2 méthodes possibles, une méthode de prélèvement global où on recueille l'ensemble des canaux dans un même récipient
à privilégier en première intention et une méthode canal par canal où chaque canal est recueilli dans un récipient distinct pour identifier l'éventuel canal contaminé quand le résultat est non conforme. Deux techniques d'injection. Donc, on va injecter par canal à l'aide d'une seringue stérile de taille adaptée à celle du canal. Donc, pour les canaux principaux, on va utiliser une seringue de 60 et injecter environ 50 millilitres de solution de prélèvement. Donc, ces 50 millilitres représentent au moins 3 fois le volume du canal. C'est une notion qui est importante puisque quand la technique a été mise au point, les personnes qui ont mis au point la technique ont montré que quand on injectait un volume d'au moins 3 fois le volume du canal, on récupérait tous les micro-organismes qui voulaient bien se décrocher. Pour les plus petits canaux, on peut injecter 10 ou 20 selon la taille du canal là aussi. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, initialement, on rendait les résultats par endoscope ou par canal et pas par 100 millilitres, puisque au-delà d'un certain volume, le résultat est totalement indépendant du volume injecté. Donc, on va y revenir. Donc, quand on peut prélever par canal ou simultanément les principaux canaux à l'aide d'un irrigateur tout conduit stérile, mais les canaux accessoires, waterjet et érecteurs, font obligatoirement l'objet d'une injection indépendante puisqu'on ne peut pas les prélever avec l'irrigateur tout canaux. Le recueil du liquide peut être passif par gravité le plus souvent, dans un ou plusieurs flacons, mais d'autres techniques sont possibles. Donc là, ce sont quelques photos pour vous montrer un petit peu la technique de prélèvement. Donc vous noterez que préleveur comme aide porte un masque chirurgical. En ce qui concerne le préleveur, il est porteur de gants stériles. Comme les gants sont couleur chair, vous le verrez peut-être pas ultérieurement sur les photos, mais c'est bien des gants stériles. L'aide portent des gants à usage unique non stérile. Donc elles utilisent un champ stérile, tout le matériel est déposé sur ce champ, tout le matériel stérile. Elles remplissent les seringues, puisque là elles étaient amenées à faire un prélèvement canal par canal avec de la solution de prélèvement stérile. Elles désinfectent bien avec de l'alcool à 70 le site d'injection et le site de récupération du liquide. Donc cette étape est importante pour diminuer la flore environnementale banale. Donc voilà, quand on fait un prélèvement canal par canal, on va injecter aux différentes extrémités des canaux, on récupère à l'autre extrémité. Et puis quand on utilise un irrigateur tout canaux, donc vous avez le schéma que j'avais initialement où en fait ces irrigateurs tout canaux se connectaient au niveau de la poignée de l'endoscope. Aujourd'hui, on commercialise des irrigateurs tout canaux qui se connectent en fait à la partie proximale de l'endoscope et c'est cela qu'il faut avoir. Ça permet d'irriguer les canaux dans le bon sens, de la partie proximale vers la partie distale et notamment quand on traite les endoscopes, ça permet de repérer le blocage d'un canal. Quand on connectait en fait au niveau de la poignée, le liquide partait dans tous les sens et on pouvait passer à côté du blocage d'un canal. Donc en ce qui concerne le volume de prélèvement, donc il doit être suffisant encore une fois pour récupérer le plus grand nombre de micro-organismes présents à la surface interne des canaux. Et donc c'est au moins 50 millilitres par canal principal et 10 à 20 pour les petits canaux. Donc dans le texte, il est indiqué qu'il faut prélever au minimum 100 millilitres au total. Et donc pour les endoscopes à un seul canal, il est recommandé d'injecter au moins 100 millilitres. Mais la question a déjà été posée. Pour les prélèvements d'endoscopes multicanaux, si vous prélevez canal par canal, 50 millilitres va suffire. C'est pas la peine d'injecter 100 millilitres parce que vous allez injecter des gros volumes, ça va vous coûter cher au bout du compte et vous ne récupérerez pas plus de micro-organismes. Donc le volume récupéré pour l'analyse doit être le plus proche possible du volume injecté, de façon à ce que l'échantillon soit représentatif de la contamination interne des prélèvements et la perte maximale autorisée est de 20%, mais c'est déjà beaucoup. Pour récupérer la totalité du volume injecté, il peut être nécessaire d'aspirer le liquide dans le canal ou de le chasser avec de l'air. Il faut évidemment documenter
les prélèvements et les feuilles de prélèvement. Donc le prélèvement, lui, sera étiqueté avec au minimum l'identification de l'endoscope et du canal si nécessaire. La feuille de prélèvement doit également préciser la date du prélèvement, le service, le nom du préleveur, l'endoscope, éventuellement le canal, le contexte, si c'est un prélèvement systématique ou un prélèvement ponctuel, le moment du prélèvement par rapport à la date et l'heure du dernier traitement, de façon à vérifier qu'on a bien au moins 6 heures de stockage. La technique d'entretien, donc si c'est automatisé ou manuel, et dans ce cas, si c'est automatisé, le numéro du laveur, les conditions de stockage, et si c'est une essette, le numéro de l'essette et le volume injecté. Donc toutes ces informations sont utiles en cas de résultat non conforme pour l'investigation. Concernant la conservation des prélèvements, donc l'analyse doit se faire dans le délai le plus court possible après le prélèvement, et en l'absence d'analyse immédiate, l'échantillon doit être maintenu à +4 pendant une durée maximale de 24 heures. Mais vous voyez que se pose la question des échantillons qu'on envoie très loin à l'autre bout de la France. Il vaut mieux avoir un prestataire qui analyse les prélèvements à proximité plutôt qu'un prestataire qui leur fait traverser la France pour l'analyse. Dans le cas particulier des prélèvements par l'intermédiaire des laveurs, bien certains fabricants ont facilité ou ont conçu leurs laveurs pour permettre le prélèvement des endoscopes quand ils étaient encore dans le laveur, mais cette technique n'est pas recommandée en routine car elle ne permet pas le prélèvement après stockage. Certaines essais permettent également le prélèvement par l'intermédiaire du tiroir de stockage. Ça peut être aidant pour limiter les fuites. Certains pathogènes, bien que retrouvés au niveau des endoscopes et potentiellement responsables d'infections, sont de culture difficile en routine. Je pense par exemple à Helicobacter pylori au niveau de l'estomac ou les légionnelles au niveau des endoscopes bronchiques. Mais en dehors des épisodes épidémiques où on va rechercher un agent pathogène spécifique, il est plutôt recommandé de se limiter à la détection de micro-organismes de culture faciles à mettre en œuvre sur des milieux non sélectifs. Ces germes sont à ce moment-là considérés comme des micro-organismes indicateurs d'un dysfonctionnement dans la démarche de traitement de l'endoscope et ça suffit en fait pour repérer le dysfonctionnement. Donc leur présence va attester d'une contamination microbienne dans laquelle pourraient être retrouvés certains micro-organismes pathogènes si on pouvait les rechercher en routine, que ce soit des micro-organismes de culture difficile ou même des virus. Donc ces micro-organismes peuvent faire partie de l'écosystème dans lequel l'endoscope est introduit ou manipulé. Donc il peut s'agir de la flore résidente ou transitaire du patient. Et donc la nature de cette flore va être intéressante dans le cadre de l'investigation pour rechercher la cause du dysfonctionnement ou bien faire partie de l'environnement matériel et humain avec lequel l'endoscope est en contact, l'eau, l'air, les surfaces. Et donc, en pratique, il va être recommandé de dénombrer la flore totale, flore mésophile, aérobie, revivifiable, ce sera l'aspect quantitatif, et de vérifier l'absence de micro-organismes indicateurs d'un dysfonctionnement en identifiant les colonies apparues. Donc, les micro-organismes qu'on cite comme étant des micro-organismes indicateurs dans le texte sont là à titre indicatif. Vous pouvez en ajouter en fonction de ce qui vous semble pertinent au sein de vos établissements. Donc on a recensé les principaux, les entérobactéries, les entérocoques, qui sont le reflet de la flore digestive, Staphylococcus aureus, qu'on peut trouver plutôt dans les bronchiques, mais de temps en temps également dans les digestifs, les acinétobactères, bon, surtout dans les bronchiques, Pseudomonas et aeruginosa. Autres pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia sont des bactéries plutôt de la flore hydrique, mais qui peuvent transiter dans le tube digestif ou être présents dans les poumons des patients de réanimation, les levures, les champignons filamenteux, surtout dans les bronchiques. Donc vous voyez que votre interprétation va dépendre du type d'endoscope et puis peut-être des problèmes que vous rencontrez dans vos établissements. Donc l'identification de ces micro-organismes pourra vous aider à préciser l'origine du dysfonctionnement. Alors la technique d'analyse, pour optimiser l'analyse, il faut utiliser la méthode de filtration du liquide de recueil sur une membrane en nitrate de cellulose de porosité 0,45 mu, et donc il faudra filtrer la totalité du liquide recueilli. Et une perte de plus de 20% rend le prélèvement non conforme.
La culture, bien, il faudra transférer les membranes sur un milieu de culture non sélectif adapté à la pousse de la flore mésophile aérobie. Et comme vous pouvez le voir sur les petites photos, sur les membranes vont apparaître les éventuelles colonies qui persistent à l'intérieur de l'endoscope. On incube tout ça à 30 degrés en aérobiose. Et puis la lecture se fait à 48 heures, 72 heures et jusqu'à 5 jours si les résultats étaient jusque-là négatifs. On rend des résultats définitifs à 5 jours. On exprime les résultats en nombre d'unités formant colonie par endoscope pour un prélèvement global ou par canal. Alors je vais y revenir. Et on identifie les colonies si leur aspect est compatible avec des micro-organismes indicateurs. Et l'expression des résultats se fait sous la forme présence ou absence de micro-organismes indicateurs. Alors dans le texte initial, il était indiqué qu'on rendait les résultats en nombre d'UFC pour 100 ml parce que pour certains microbiologistes, rendre les résultats sans se référer à une unité de volume semblait curieux. Mais comme je vous l'ai expliqué, en fait, quand la technique a été validée, elle a été validée parce que les essais préalables ont montré qu'au-delà d'un certain volume injecté, on avait récupéré tous les micro-organismes qui voulaient bien se décrocher et que c'est pas parce qu'on injectait plus qu'on allait récupérer plus de micro-organismes et qu'à partir de là, le nombre de micro-organismes était indépendant du volume. Donc les volumes qui ont été précisés dans le texte de 2007, 50 ml pour un gros canal et 10 ou 20 pour un plus petit canal, représentent au moins ces 3 volumes de canal et donc les résultats sont indépendants du volume injecté. Donc on peut rendre les résultats par endoscope ou par canal et c'est pour ça que dans la foire aux questions, on a dit pour au moins 100 ml si on récupérait 100 ml ou par endoscope ou par canal si on avait plus de 100 ml. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps, il est souhaitable d'adopter toujours la même technique d'analyse. Et donc le tableau maintenant est réduit à 2 lignes puisqu'on n'a plus les endoscopes semi-critiques avec rinçage à l'eau pour soins standards. Et donc pour les endoscopes critiques, le niveau cible est inférieur à 1 UFC pour 100 ml. Niveau d'action si on n'a plus de 1 UFC ou présence de micro-organismes indicateurs. Et pour les endoscopes semi-critiques, la valeur cible est inférieure à 5 UFC par 100 ml ou par endoscope. Et le niveau d'alerte entre 5 et 25, le niveau d'action supérieur à 25 ou présence de micro-organismes indicateurs. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un temps de stockage d'au moins 6 heures, y compris pour les endoscopes critiques, et de ce fait, quand on n'est pas immédiatement après la sortie du bain d'eau stérile de l'endoscope critique, le temps de stockage peut avoir une influence sur le fait qu'on peut récupérer quelques micro-organismes de la flore banale environnementale et vous pouvez donc du coup vous donner en niveau d'alerte des petites quantités de flore banale environnementale, genre de 1 à 3, qui font que vous allez quand même valider l'utilisation de votre endoscope critique et vous verrez qu'en fait, vous n'aurez pas de souci derrière puisque l'endoscope, de toute façon, sera redésinfecté avant utilisation et c'est une contamination soit du prélèvement, soit liée en fait au temps de stockage de l'endoscope. Alors, la transmission des résultats se fait au service d'endoscopie et à l'équipe opérationnelle d'hygiène ou à son référent local, à préciser selon l'organisation. Et si les résultats impliquent une action corrective rapide, il faut évidemment alerter téléphoniquement la structure responsable qui a été désignée au préalable de façon concertée et ne pas attendre la version écrite des résultats. Concernant les laveurs désinfecteurs d'endoscope et les paillasses manuelles, donc pour les laveurs d'endoscope, on va prélever l'eau alimentant la machine après un éventuel système de traitement externe qui peut dépendre des recommandations du fabricant, et l'eau de rinçage terminal des endoscopes, soit au niveau d'une localisation définie à l'intérieur du laveur quand elle a été prévue par le fabricant, ou bien l'eau de fond de cuve par aspiration. Et donc, dans ce cas, l'eau alimentant la machine se fait une fois par trimestre. C'est en général une eau pour soins standards et l'eau de rinçage terminal également une fois par trimestre. C'est en général un prélèvement d'eau bactériologiquement maîtrisé.
pour les paillasses manuelles de traitement des endoscopes, donc selon le niveau de criticité de l'endoscope, l'eau utilisée pour le rinçage terminal va être de l'eau stérile, donc pour les endoscopes critiques qu'on ne contrôlera évidemment pas, ou de l'eau microfiltrée pour les endoscopes semi-critiques. Et comme je vous l'ai dit préalablement, dans ce cas, si on utilise des filtres à usage unique pour produire de l'eau microfiltrée, on n'est pas censé réaliser un contrôle microbiologique. Dans ce cas, et en fonction de l'analyse de risque qu'on fait au sein de son établissement, on peut être amené à faire un prélèvement d'eau de rinçage intermédiaire. Donc dans ce cas, on fera une analyse d'eau pour soins standards, mais les textes ne l'imposent pas. Nous, au CHU, on a prévu de faire ces contrôles de façon trimestrielle dans la mesure où on ne contrôlait plus l'eau de rinçage terminal des paillasses. En ce qui concerne les enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles, donc, on fait des prélèvements de surface trimestriellement, le texte le demande. En ce qui concerne l'aérobiocontamination, la norme européenne les a rendus optionnels. Donc, on les fait systématiquement à la qualification des enceintes, mais en routine, on peut s'en passer. Et si on s'en passe, à ce moment-là, on fait les prélèvements de surface avant bionettoyage des surfaces de l'E7. À ce moment-là, ces prélèvements de surface sont représentatifs de la qualité des surfaces et de la qualité de l'air. Donc la fréquence des prélèvements est trimestrielle pour les compartiments des E7. Quand on a plusieurs sous-unités, par exemple pour une E7 à tiroir, toutes les sous-unités devront avoir été prélevées au moins une fois dans l'année. Donc ce qui est prévu dans le texte, c'est au moins 4 prélèvements par empreinte. Donc vous retrouverez en fait dans le texte les localisations spécifiques. Pour les endoscopes qui sont stockés en E7, donc on va faire également des prélèvements trimestriels, au moins un exemplaire de chaque famille stocké dans l'E7 trimestriellement, et on fera le prélèvement de l'endoscope dès sa sortie de l'enceinte. Bien sûr, annuellement, chaque endoscope devra avoir, sans risque particulier, devra avoir été prélevé au moins une fois. En ce qui concerne les contrôles particulaires dans les E7, ils doivent être réalisés si le fabricant revendique un niveau de propreté particulière et la fréquence du contrôle va dépendre de la classe particulière revendiquée et des indications du fabricant. Les résultats attendus maintenant sur les surfaces sont inférieurs ou égal à 25 UFC par 25 cm² avec absence de germes indicateurs. Pour l'aérobiocontamination, si on fait un prélèvement par impaction, le résultat attendu dépend de la classe de contamination particulière revendiquée par le fabricant et par sédimentation, moins de 25 UFC par boîte de 90 mm après 2 heures de sédimentation et absence de germes indicateurs. Donc en conclusion, la maîtrise du risque infectieux en endoscopie reste un challenge en raison de la complexité des matériels. Cette prévention repose sur la mise en œuvre par des professionnels formés de procédures rigoureuses, validées et conformes à la réglementation et aux recommandations. Le respect des procédures doit s'accompagner d'une traçabilité rigoureuse d'actions et d'actions d'évaluation basées sur des audits de pratique ainsi que sur des contrôles microbiologiques de l'eau, des endoscopes, des laveurs et des enceintes, et d'une maintenance préventive et curative du matériel. Et en cas de contrôle microbiologique non conforme, l'investigation doit permettre d'en identifier la cause et de mettre en place des mesures curatives. Donc selon le niveau de criticité pour les patients, un signalement externe peut être réalisé vers l'ARS et le CEPIAS et ou la NSM. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation très didactique. Donc on va attaquer la série de questions. Donc on va avoir à la fois Thierry qui peut les recevoir donc vous pouvez déposer des questions par écrit dans la zone chat ou qui est fait à cet effet. Alors après aussi vous avez une petite main sûrement dans votre colonne là, GoToWebinar en haut à gauche où vous pouvez demander la parole et on essaiera de vous la passer au fur et à mesure. Donc essayez de voir si vous voulez parler, ça sera juste le son, parce que je pense que l'image ne se transmet pas dans ce canal-là. Donc peut-être Thierry, tu as des premières questions ou des choses à poser à Hélène? Oui, effectivement, bon, déjà quelques questions qui sont tombées. Donc, tu as répondu à un certain nombre de questions déjà. Donc, il y avait une question encore de Louise Gazagne de Béziers qui demandait finalement sur un prélèvement de cystoscope, donc au niveau des infections qui est réalisé, quand on n'a finalement qu'une UFC d'un germe environnemental, enfin de bacillus,
est-ce qu'on peut considérer ça comme un contaminant ou est-ce qu'il faut refaire systématiquement le prélèvement? Ben, j'ai un petit peu répondu. Je ne sais pas, Louise, à quel moment elle prélève ses endoscopes, mais donc, si elle prélève bien après au moins 6 heures de stockage, en ce qui me concerne, je suis assez tolérante sur l'interprétation, c'est-à-dire que j'accepte entre 1 et 3 UFC de flore environnementale banale. Alors pas systématiquement sur tous les prélèvements, c'est quand ça arrive sur un prélèvement de temps en temps, je considère que c'est lié soit au stockage de l'endoscope, soit à une erreur d'asepsie au moment du prélèvement, sachant qu'ensuite mon endoscope, il va être à nouveau désinfecté avant l'utilisation. Je ne rends pas l'endoscope non conforme. D'accord. Et Il faut donc, je ne le pas recontrôle pas. Il faut pas, je ne le recontrôle pas. Il ne faut pas oublier quand même que ces endoscopes, les cystoscopes et les hystéroscopes passent par des cavités non stériles avant d'arriver dans les cavités stériles où ils vont récupérer euh, des bactéries endogènes du patient avant d'arriver dans la cavité stérile. Ok, je vois toujours pas de main levée, hein. Vous pouvez essayer de... Alors, j'ai deux questions de Laurence Bradiquian de Clermont-Ferrand. Alors, est-ce que l'interprétation peut être différente si les prélèvements sont réalisés très, très à distance d'infection, c'est-à-dire plus de 12 heures? Est-ce que tu interprètes un peu différemment, enfin, si c'est vraiment au-delà de 12 heures que tu fais ton prélèvement? Je vois Hélène qui est figée. Donc, ça, c'est les aléas du direct. Hélène, est-ce que tu nous entends? Hélène? Oui, tu m'entends? Là, c'est bon, je t'entends de nouveau. Voilà. Donc je disais qu'il fallait au moins 6 heures en fait pour que les bactéries soient à nouveau capables de pousser de façon effective. Mais après, au-delà de 6 heures, non, on n'est pas regardant, puisqu'on dit que, par exemple, il faut prélever au plus proche possible de la durée maximale de stockage. Par contre, on a bien vu que quand on prélevait avant 6 heures, on pouvait avoir des résultats qui étaient faussement négatifs. D'accord, d'accord. Alors, un peu la même question, mais après retour de maintenance, est-ce qu'on peut réduire le délai à 1 heure après désinfection? Enfin, je pense que tu as déjà répondu à ça. Enfin, est-ce qu'on peut réduire ce délai? Non? Ben non, Non. parce que c'est la même problématique. En fait, si on laisse pas aux bactéries éventuellement résiduelles la possibilité de retrouver toute leur énergie pour accepter de pousser sur les géloses, parce qu'on les a stressées considérablement en appliquant le protocole de désinfection. Et les bactéries stressées, ben, c'est comme nous, elles réagissent pas comme on attendrait qu'elles réagissent. Donc non, il faut absolument laisser ces 6 heures de stockage, même si quelque part on embête un peu les personnes en aval, il faut quand même que notre résultat soit valide et pour ça, il faut laisser aux bactéries le temps d'être capables d'être mises en évidence. Alors, donc, des questions nouvelles arrivent. Pour les endoscopes digestifs, c'est une question de Yasmina Berwan. Les micro-organismes indicateurs de type filamenteux ne sont donc pas à prendre en compte à 5 UFC par ml? Alors, effectivement, alors c'est des choix d'établissement, hein. En fait, chaque établissement doit, comment dire, lister les bactéries qu'il considère comme étant des bactéries indicatrices en fonction du site d'exploration. Nous, au CHU de Bordeaux, on considère que les filamenteux, dans les digestifs, on ne les prend pas en compte. Dans les semi-critiques, là, bien sûr. D'accord. Alors, j'ai encore des questions. Donc, avez-vous des préconisations en dehors de celles de l'instruction pour la définition des familles d'endoscopes? C'est une Alors question d'Alice Lefebvre. aujourd'hui, pour déterminer les familles d'endoscopes, ce sont les fabricants de laveurs ou d'aisselles qui nous donnent les familles.
En fait, ils ont été beaucoup sollicités au départ. Au départ, ils étaient un petit peu perdus comme nous. Et là, ils ont travaillé avec les fabricants d'endoscopes. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de déterminer les familles, vous vous tournez vers le fabricant du dispositif que vous avez acquis ou que vous êtes en train d'acquérir. Et c'est lui qui va vous donner les familles. Et vous ne prenez en compte que les familles, vous ne prenez pas en compte les sous-familles. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. D'accord. Euh, Encore une question supplémentaire, celle de Benoît Mention. Si le fabricant donne une ISO 5 risque 4 pour une EZ, faut-il faire des prélèvements de l'air à chaque trimestre? Bah, pas forcément à chaque trimestre, non. Non. D'accord. Il faut lui demander tous les combien il estime nécessaire de contrôler. Soit c'est refait annuellement au moment de la maintenance de l'E7, mais on n'est pas obligé de s'imposer de le faire trimestriellement. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a Oui, personne donc, qui a levé la main pour essayer de parler, qu'il y en ait un qui essaye au moins, qu'on essaie de tester si ça marche. alors j'ai encore une question qui vient d'arriver avec un rendu de résultat à 5 jours. Doit-on garder 5 jours les endoscopes sans pouvoir les utiliser ou peut-on les garder 48 heures et les remettre en circulation? Et Et ben, sont cette disponibles. question, on y a répondu à différents moments, au moment des QCM puis au moment de l'exposé. Donc, si vous êtes dans un contexte de prélèvement systématique, vous pouvez les remettre en service après les avoir prélevés et avoir refait un traitement complet de l'endoscope. Si vous êtes dans un contexte de prélèvement ponctuel, vous attendez les résultats définitifs avant de les remettre en service parce que vous êtes dans une situation qui est plus à risque de mettre en évidence un résultat non conforme. Parfait. Alors, il y a Sylvie Davidian qui veut tenter de parler. Je la remercie. On va essayer de lui passer la parole. Ça devrait marcher. On vous écoute. Bonjour. Doit-on rechercher les mycobactéries pour les endoscopes bronchiques une fois par an? Non, alors ça, on l'a fait sortir des recommandations parce que, comme vous pouvez le constater, en fait, nos endoscopes sont rincés avec de l'eau microfiltrée, que ce soit au niveau de la paillasse manuelle ou à l'intérieur des laveurs désinfecteurs d'endoscope. Donc, dans l'eau microfiltrée, vous n'avez pas de mycobactéries. Donc, il est inutile de rechercher systématiquement des mycobactéries dans les endoscopes, ni dans l'eau d'ailleurs de rinçage terminal. Merci. Alors, on doit avoir d'autres mains levées. Je vais essayer de les trouver sur mon petit écran. Je vois qu'il y en a trois. Alors, Graziella Guerre. Graziella, vous avez la parole. Oui, moi, la question que je voulais poser, c'était dans le cas où un laveur désinfecteur est utilisé aussi bien pour des endoscopes digestifs que pulmonaires, est-ce qu'il est nécessaire, du coup, d'avoir des micro-organismes indicateurs spécifiques au cas où on ait un dysfonctionnement du LDE et pour lequel il y aurait un risque de contamination des endoscopes? Ben non, en fait, Gradiela, quand la procédure vise à obtenir une qualité microbiologique d'endoscope qui est équivalente, que ce soit un digestif ou un bronchique, la valeur cible, elle reste inférieure à 5 UFC dans les deux cas, avec absence de micro-organismes indicateurs. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on doit obtenir un excellent résultat. Et donc, il n'y a pas de différence entre la qualité attendue in fine au niveau des digestifs et des bronchiques. Par contre, on peut interpréter les choses différemment pour certains micro-organismes indicateurs, parce qu'un filamenteux dans un poumon de BPCO, par exemple, ça peut être ennuyeux, alors qu'un filamenteux dans un tube digestif, ça ne va pas forcément nous poser de problème. C'est pour ça, par exemple, que nous, au CHU, on a considéré comme indicateur les champignons filamenteux dans les bronchiques, bien qu'on soit relativement persuadé qu'il s'agit de contaminants au moment des prélèvements, et on ne les a pas considérés de la même façon dans les digestifs. Donc le résultat attendu est de même qualité pour les deux catégories d'endoscopes, mais l'interprétation de ce qu'on considère comme étant un micro-organisme indicateur peut varier en fonction de la perception du risque qu'on a pour les digestifs et les bronchiques. Merci, Hélène. D'accord. Bon, on va quitter Dijon pour aller à Montpellier sur notre dernière question, puis après on repassera la parole à Thierry. Donc Cécile Mourlan. Cécile, tu peux parler. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport aux 6 heures de délai que tu as précisé, y compris pour
endoscope de haut niveau Critique. critique, voilà. Est-ce que c'est par rapport au stress bactérien dont tu viens de parler pour que ça pousse ou parce que normalement on se rapproche, on doit prélever au moment le plus proche des conditions d'utilisation. Or, on retraite toujours immédiatement avant l'endoscope, donc voilà. Alors c'est exactement ça, c'est à cause du stress des bactéries. En fait, l'objectif des prélèvements, c'est de repérer un éventuel biofilm résiduel au sein des endoscopes et pas de prélever en situation d'utilisation. Si on prélève en situation d'utilisation, un micro-organisme éventuellement présent dans un endoscope critique mais qui aurait été stressé par l'étape de désinfection préalable va pas pousser au moment du prélèvement, mais s'il est présent dans l'endoscope et qu'il est introduit dans une cavité stérile d'un patient, il est toujours susceptible de se revivifier ultérieurement. Donc c'est pas ça trop qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de repérer si on n'a pas de biofilm résiduel au sein des endoscopes. Et pour ça, on se donne la possibilité de repérer la présence de micro-organismes résiduels en leur donnant le temps de retrouver un peu de leur vivacité. Ok, Thierry, c'est à toi. Alors, j'ai deux questions de Dave Salvetti. Alors, qui concernent en fait les prélèvements, hein, les prélèvements. Donc, concernant les prélèvements globaux des endoscopes, faut-il ainsi considérer que le volume minimal à injecter pour un endoscope à 2 canaux est de 100 ml et de 150 à 200 ml pour un endoscope à plus de 2 canaux? Oui, ben on fait un calcul très simple. On se dit, ben j'ai 3 canaux principaux, c'est 50 par canal, ça fait 150. Et puis j'ai éventuellement des canaux accessoires, un moyen, un petit, donc c'est 20 millilitres. Un petit, c'est 10 millilitres. Donc on somme comme ça le nombre de canaux et les volumes évalués, et ça nous donne le volume total qu'on doit injecter dans notre endoscope. Et on sait que si on a injecté ça et récupéré au moins 80% de ça, on a injecté au moins 3 fois le volume des canaux, et donc que notre résultat va être indépendant en fait du volume injecté, mais qu'on aura récupéré tous les micro-organismes qui veulent bien se décrocher des canaux. D'accord. Et donc, toujours par rapport au prélèvement, tu as dit que tout à l'heure, quand tu dépasses les 100 ml, finalement, le volume joue peu par rapport au nombre de micro-organismes. Du coup, on se demande, mais comment exprimer les résultats en cas de volume récupéré inférieur à 100 ml pour un prélèvement global? Ben, pour un prélèvement global, ce sera potentiellement inférieur à 100 ml pour les endoscopes à un seul canal. D'accord. Mais, Et dans la foire aux questions, bon, c'est vrai que cette question, elle était quand même compliquée parce que on pouvait pas dire un peu autre chose, trop autre chose que ce qui avait été écrit dans le texte initial, mais du coup, ce qui a été écrit, c'est que quand on récupérait pas 100 millilitres, on rendait par endoscope ou par canal. En fait, pour les endoscopes à un seul canal, c'est la règle des 50 millilitres au départ. Il faut injecter au moins 50 millilitres pour tout récupérer. Donc, pour aller dans le sens du texte, on s'est mis à injecter au moins 100 millilitres, mais si on récupère que 80 ou 90, on est encore dans les 80% récupérés et on a injecté plus de 3 fois le volume. Donc, on va rendre par endoscope. d'accord, c'est la question. On a une demande de parole du CHU de Nîmes, peut-être on va y aller. Donc, Brigitte Richaud-Morel. Brigitte, tu peux parler. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, bonjour, bien bonjour. On a une question, nous, sur les prélèvements de routine des endoscopes quand on est sur des surstores. Quand on est sur, pardon? Et, sur un surstore, c'est les enceintes oui. D'accord. avec l'injection du peroxyde d'hydrogène Oui. et puis le système de stockage individuel des endoscopes, oui. Voilà, avec le stockage individuel. Notre question, nous, c'est est-ce qu'on doit les faire du coup à 7 jours, puisqu'ils sont validés, on les a qualifiés à 7 jours, ou pas? Enfin, c'est une question. Voilà. Alors, au moment de la qualification, on contrôle les endoscopes à 7 jours. Mais quand on est dans une situation de routine, on ne peut pas attendre 7 jours de stockage pour prélever les endoscopes parce qu'imaginez la fureur des gastro-entérologues ou des pneumologues, à juste titre, hein, puisqu'il faut privilégier l'activité clinique. On a des contrôles réguliers, on essaye de maîtriser au maximum le risque infectieux. On ne peut pas stocker comme ça des endoscopes 7 jours avant de les prélever. Donc non, on les fait au fil de l'eau en fonction de l'utilisation qu'on en a.
Et en fait, Ok, je vais vous merci. dire un secret entre guillemets, c'est que pour avoir échangé avec Lionel Pinault, quand il faisait ses tests sur les enceintes de stockage et même sur les équipements de stockage individuels, c'est pas à 7 jours que les endoscopes sont le plus contaminés, parce que plus le temps passe, plus les canaux sont desséchés et donc moins les germes repoussent. C'est plutôt vers 3-4 jours qu'à la limite on a le maximum de contamination. Donc, prélever au moment où ça se présente, sans aucune crainte, vous serez dans de bonnes conditions de prélèvement. Merci beaucoup. À toi, Thierry. J'ai encore une question de Yasmina Berwan. Je crois que c'est Nice aussi. Hein. Oui. On n'a pas évoqué les techniques particulières lors d'investigations, notamment le problème des pistons, des cages à pistons, les logettes de l'érecteur. Hein, parce Oui. qu'ils ont fait un mode-up localement, enfin, par rapport à des contaminations du ionoscope. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, souvent, on prélève par écouvillonnage, en fait, dans ces contextes-là. Donc, on complète les prélèvements d'endoscope classiques par l'écouvillonnage de différents types de logettes. Voilà. Je ne sais pas si Yasmina fait autrement. Nous, on fait par écouvillonnage. D'accord. Donc, tu rajoutes ce prélèvement En systématiquement au plus. contrôle de ce Ouais. type d'endoscope. Ouais. On peut être amené à faire des prélèvements de connectiques aussi comme ça. Donc on irrigue les connectiques, on récupère le liquide qu'on filtre là par contre. Dans le contexte souvent d'investigation, mais pas D'investigation forcément bien sûr. routine, ouais. D'investigation, oui. Ok, bon. De mon T'as encore côté, quelque chose, Thierry? c'est... Non. Il nous reste 3 minutes d'antenne, si je puis dire. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main ou poser encore une question, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, notre spécialiste va fuir. Donc, Et Pas très loin, pas très loin. Yasmina qui a répondu là sur l'écran question en disant oui, car on en a discuté avec Lionel Pinault justement, mais ce n'est pas complètement validé et il y a des protocoles des CDC en cours d'évaluation. Effectivement, c'est pas des protocoles qui sont validés, mais quand on sait pas trop quoi faire, on va mettre des petits écouvillons à droite à gauche et puis on voit ce qu'on récupère. Voilà, ok. moi c'est tout pour les Ah, questions. j'ai une main levée encore. Je vais essayer de l'identifier. Hop. C'est Davidian qui veut reposer une question, donc je lui redonne la parole. C'est à vous. Oui, rebonjour. Concernant les prélèvements de cystoscope, s'il faut les prélever à 6 heures, comment vous les laissez dans de l'eau stérile ou vous les gardez à l'air? Comment vous procédez pour le prélèvement à 6 heures? Ou tu peux les laisser, mais en général, on les sort, on les souffle et on les met dans un champ stérile. On les conserve dans un champ stérile. D'accord. Merci. Il y a Nadine Novak qui rajoute une question. Enfin, elle demande quel serait le problème de prélever en routine avec les pistons. Il n'y a pas de problème. Enfin... En général, les endoscopes, quand ils sont stockés, on a retiré les pistons et les valves, en fait. Donc, on prélève sans tout ça. Mais il n'y a pas de problème particulier de prélever avec si ça ne gêne pas pour le prélèvement. Encore une question de Yasmina. On voit que c'est une fidèle auditrice hein, qui nous demande est-ce qu'on peut avoir la référence sur l'absence d'intérêt d'augmenter le volume et du coup pour l'expression des résultats par Il faut rapport à qu'on demande la validation technique à Lionel, en fait. Donc, c'était l'équipe de Lionel Pinault Germande avec Dominique Luduc qui avait travaillé avec eux, qui avait mis au point la technique de prélèvement et qui nous ont exposé quand on a rédigé les recos de 2007, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a eu ces infos. Donc, il faudrait qu'on leur demande peut-être... alors, ils ont peut-être fait une publication à l'époque, je ne sais pas. Je vais leur demander si éventuellement soit les références de leur publication, soit s'ils peuvent écrire quelque chose là-dessus. On a des cas, non, on n'a plus de main levée. Si j'en ai une peut-être, je cherche, check où elle est. J'ai Didier Lecointe qui veut parler. C'est ouvert. Vous m'entendez? Oui. Oui. Une question très technique, je suis désolé. C'est est-ce que vous préconisez de contrôler la capacité du tampon DNP à neutraliser les désinfectants qui ont été utilisés auparavant, de façon à être sûr qu'on ne sous-estime pas le dénombrement ou le contrôle, quoi.
Alors, ça, on peut être amené à le faire, mais dans le cadre de la qualification, enfin non, dans le cadre du COFRAC pour les analyses de laboratoire. Oui, c'est tout à fait ça. Actuellement, je connais pas beaucoup de labos qui le font, mais si on veut demander l'accréditation COFRAC pour l'analyse, c'est sûr qu'il faudra tester la capacité de la solution de prélèvement à neutraliser effectivement l'activité résiduelle, comme on fait d'ailleurs pour les flacons de prélèvement pour l'eau, pour les légionnelles, etc. Oui, sauf que là, pour les légionnelles, on utilise du thiosulfate de sodium comme neutralisant, mais là, on utilise de l'acide peracétique. Et est-ce que l'acide peracétique, dans la est-ce que solution de le... prélèvement, en fait, Oui, le mélange de neutralisants utilisé neutralise l'acide peracétique. La d'accord. solution a été créée pour ça, en fait. Initialement, d'ailleurs, on n'avait pas de solution toute prête, on l'a fabriquée et elle a été faite donc en pensant qu'effectivement, on désinfectait nos endoscopes à l'acide peracétique. Donc, la composition le permet. Donc, il va falloir contrôler qu'il reste suffisamment d'acide peracétique pour... enfin, qu'il n'y a plus d'acide peracétique, pardon. Oui, tout à fait. D'accord. On a Ok. bien tout neutralisé. Ouais. Ok. On a une dernière question qu'on ne saurait refuser puisqu'elle nous vient de notre trésorier chef bien-aimé Raoul Baron. Donc on part à Brest. Raoul, c'est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, c'était une remarque. Je crois qu'il faut éviter de faire des prélèvements avec les pistons parce que ils sont souvent contaminés. Et nous, on a eu il y a quelque temps un problème avec ça. On n'avait plus les séparateurs de canaux qu'on utilise habituellement et qui sont stériles. Et on a utilisé les pistons qui nous ont été fournis par le service. Et tous les endoscopes étaient contaminés. Et en fait, quand on a prélevé les pistons, ils étaient contaminés et les endoscopes ne l'étaient plus une fois qu'on a repris notre technique habituelle. Donc, je pense qu'il faut éviter d'utiliser les pistons pour faire les prélèvements. Quand on utilise des pistons réutilisables, il ne faudrait pas qu'ils soient contaminés quand même. Donc moi, je peux dire que dans les investigations, quand on a eu des cas d'infection, on a rarement eu des pistons contaminés. Mais on avait ça peut 80%. arriver, effectivement. Les pistons, en fait, chez nous, sont brossés manuellement, mis dans la solution de détergente, et après, ils sont mis dans une petite cage à Ouais. piston, et placés dans le fond de la cuve de l'endoscope. Oui. Et c'est comme ça qu'ils sont traités. Ils sont pas stérilisés, bien qu'ils peuvent l'être. Et je te promets, il y en avait à peu près 80% qui étaient contaminés quand on les a prélevés. Donc nous, non, mais donc c'est, j'allais dire, et habituellement, on ne les utilise pas. On les a juste utilisés là il y a quelques semaines parce qu'on n'avait plus ces fameux, on n'avait plus assez de séparateurs de canaux qui sont stérilisés. Et voilà. Donc c'est vrai que les nôtres subissent le même traitement. Maintenant, pour ceux qui étaient au congrès, vous avez vu qu'il existait des petits kits à usage unique dont paraît-il le coût n'est pas supérieur à la gestion des pistons et des valves habituelles. Donc il faut regarder un peu au sein de nos établissements et s'il s'avérait qu'effectivement le coût était intéressant, certainement ça vaudrait le coup d'utiliser ce type de petits kits plutôt que d'avoir des pistons et des valves réutilisables qui restent compliqués d'entretenir parce qu'il faut vraiment être très soigneux quand on les écouvillonne, il y a des petits trous partout, il faut les bonnes tailles d'écouvillons. Enfin, c'est vrai que c'est très méticuleux quand même le traitement d'un endoscope dans sa globalité et si on a de l'usage unique stérile, évidemment c'est mieux. Mais après, voilà, il faut vraiment faire l'analyse de coût, je sais pas. Merci Raoul, merci Hélène. Ah oui, vas-y Raoul, pardon. Non, juste un piston ou un jeu de pistons réutilisable et stérilisable, donc vendu par Pentax, Olympus ou Fujinon, enfin les fabricants, c'est 150 € à peu près. Ouais, plus après plus après, enfin bon. Voilà, toute la technique. Et si on veut les stériliser, je crois qu'il faut une dizaine de jeux par endoscope. Enfin bon, ça c'est vrai que ça devient très onéreux. Et je ne sais pas si vous avez la notion du coût, parce que finalement, j'ai pas eu le coût de ces petits kits. C'est moins de 5 € pour. Enfin, les kits sont
tu peux avoir soit des valves à biopsie uniquement ou des valves et des pistons. Enfin, c'est toi qui dis ce que tu veux dans ton kit, quoi. Mais quand tu as tout, je crois que c'est moins de 5 €. Bon, après, voilà, c'est à mettre, je sais pas combien, oui. je sais pas combien vaut un examen avec d'endoscopie digestive ou je sais pas. Ok, merci Voilà. Raoul. Allez. On n'a plus de Au demande de revoir. parole. Thierry, tu as quelque chose de ton côté? Toute dernière question de Yasmina Berwan. Que penser de l'étude présentée au Congrès sur l'ATP par l'équipe belge? Je ne sais pas si tu as été à la communication, moi je n'ai pas Non. été. Non. Elle peut peut-être nous en dire 2 mots, mais Il faut qu'elle demande la on parole. attend. Yasmina, si tu veux parler, je peux t'ouvrir le micro. J'essaie de l'ouvrir, tu vas voir si tu peux parler. Tu peux parler potentiellement, si tu le veux. On n'a pas le son, peut-être qu'elle n'a pas de quoi s'exprimer. Bon, ça sera pour... Par mail, alors, Yasmina. voilà, on vous racontera la suite plus tard. Bon, bah, écoutez, il est temps de finir cette session. On a dépassé juste de quelques minutes. Donc, un grand merci à Hélène Boulestro qui a accepté de partager ses connaissances sur le sujet. Je pense qu'on a été interactif et on a eu pas mal de questions, Thierry et moi, de ce côté. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez le replay pour revoir ça. Et puis, suite des prochains webinars, sûrement à la rentrée ou un peu au-delà. Bon été à tous d'ici là. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir à tous.